Voulez-vous des histoires incroyables? J'en ai une pour vous, absolument fabuleuse. C'est l'histoire d'un mécanisme étonnant grâce auquel tout notre monde est assemblé et qui nous semble si familier. Mais ne vous laissez pas tromper par cette simplicité apparente. Je vais dissiper vos illusions sur la simplicité du monde et vous verrez que vous vivez dans un monde de l'autre côté du miroir. Et que mon chat Martin devienne votre chat du Cheshire, souriant de toutes ses dents autour d'une saucisse coincée entre ses dents. Alors écoutez l'histoire qui a commencé en 1801, lorsque le scientifique anglais Thomas Young a réalisé une expérience visant à prouver que la lumière est une onde, semblable à une onde radio. À cette époque, il existait deux théories dans la communauté scientifique. L'une était la théorie de Christian Huygens, qui affirmait que la lumière est une onde se propageant à travers un milieu hypothétique appelé éther. On peut juger de la popularité de cette théorie, même par le fait que nous utilisons encore aujourd'hui le mot éther. À cette époque, on pensait que rien ne pouvait être transmis à travers le vide. Et si le courant était transmis par des conducteurs, la lumière devait également passer à travers quelque chose. Ils ont donc inventé l'éther, une substance conductrice qui ne se manifeste d'aucune autre manière. Bonjour à la matière noire. Le point de vue alternatif était la théorie d'Isaac Newton, selon laquelle la lumière est composée de particules, des corpuscules. Young était partisan de la théorie ondulatoire, et pour la confirmer expérimentalement, il a imaginé une méthode spéciale. Il a créé un dispositif constitué d'une source d'onde émettant un faisceau étroit de lumière, d'un écran sur lequel les résultats étaient enregistrés et d'une cloison entre eux avec deux fentes parallèles. Lorsque la lumière passait par ces fentes, elle se séparait en deux faisceaux distincts qui se croisaient ensuite sur l'écran distant. Young observait attentivement le résultat obtenu et a vu un motif d'interférence composé d'une alternance de bandes claires et sombres. Cette alternance indiquait que les ondes lumineuses se superposaient, créant des zones de renforcement, les bandes claires, et de diminution, les bandes sombres. Cet effet n'était possible que si la lumière avait une nature ondulatoire, permettant aux ondes d'interagir de cette manière. Si la lumière était composée de particules, deux bandes verticales correspondant aux deux fentes par lesquelles la lumière passait seraient apparues sur l'écran, sans aucun motif d'interférence. Ainsi, pour les scientifiques de l'époque, la nature de la lumière était devenue plus compréhensible. Mais qu'en est-il des électrons? Au début du XXe siècle, les scientifiques imaginaient l'électron comme une minuscule particule de matière ayant une charge négative. Ils utilisaient ce modèle de particules pour expliquer de nombreux phénomènes, mais certaines observations suggéraient que l'électron pouvait avoir d'autres propriétés. Pour clarifier cela, en 1927, les physiciens américains Clinton Davison et Lester Germer ont mené une expérience déterminante. Davison et Germer ont utilisé un canon à électrons capable de libérer un faisceau étroit d'électrons avec une grande précision. Ils ont dirigé ce faisceau vers la surface d'un cristal de nickel qui agissait comme un réseau de diffraction. Le cristal de nickel dispersait les électrons dans différentes directions, de la même manière qu'un réseau de diffraction disperse les ondes lumineuses. Après interaction avec le cristal, les électrons atteignaient un détecteur, formant un motif de diffraction avec une alternance caractéristique de bandes intenses et faibles, similaires à celles créées par les ondes lumineuses. Cela indiquait que les électrons possédaient également des propriétés ondulatoires. Ainsi, il a été conclu que l'électron n'était pas seulement une particule, mais aussi une onde, ce qui a considérablement modifié la compréhension de la nature de la matière au niveau quantique. Mais si le photon et l'électron sont des ondes, il est possible de réaliser l'expérience des fentes de Young avec des électrons. En 1961, le physicien allemand Klaus Johnson a mené cette expérience, connue sous le nom d'expérience des deux fentes avec des électrons. Un canon à électrons était utilisé pour libérer des faisceaux d'électrons. Ces électrons étaient dirigés vers un écran avec deux fentes parallèles très étroites. Lorsque les électrons passaient par ces fentes,
Ils interagissaient les uns avec les autres comme des ondes sur l'eau, formant des bandes d'interférence sur le détecteur placé derrière les fentes. Les bandes de diffraction ou bandes d'interférence apparaissent en raison de l'interférence des ondes. Lorsque les ondes se renforcent mutuellement, des bandes claires se forment, et lorsqu'elles s'annulent, des bandes sombres apparaissent. Mais Johnson a décidé d'aller plus loin. Il a essayé de tirer non pas un faisceau, mais un électron à la fois. Après avoir tiré un certain nombre d'électrons, Klaus a évalué le résultat. Et là, il a dû enlever et essuyer ses lunettes. Les mêmes bandes d'interférence apparaissaient sur l'écran, mais c'était impossible. Les bandes d'interférence ne se forment que lorsque les électrons passent simultanément par les deux fentes et interagissent entre eux. Le scientifique a fermé une fente et a tiré des électrons, un par un et en groupe. Une simple bande verticale est apparue sur le détecteur. Dès qu'il ouvrait la deuxième fente, les bandes d'interférence réapparaissaient. Klaus a décidé de comprendre ce qui passait dans ces fentes et a placé un détecteur d'électrons. Le détecteur notait par quelle fente passait l'électron. Pour éviter toute confusion, appelons ce détecteur une caméra. En allumant l'appareil avec la caméra et en tirant un certain nombre d'électrons, Klaus a de nouveau dû essuyer ses lunettes. La caméra enregistrait parfaitement les électrons traversant les fentes, mais deux bandes verticales apparaissaient fièrement sur l'écran, aussi horrible que cela puisse paraître dans un autre contexte. Cela indiquait que l'électron se comportait comme une particule. Klaus a de nouveau éteint la caméra et répété l'expérience. Ce qu'il a vu lui a donné envie d'essuyer à nouveau ses lunettes, mais cela n'a servi à rien, car Klaus Johnson s'est souvenu qu'il n'avait jamais porté de lunettes. Sans enregistrement par la caméra de la fente traversée par l'électron, le résultat était de nouveau des bandes d'interférence. Ainsi, il semblait que l'observation de l'électron changeait son comportement. Mais comment cela était-il possible? Le chat Martin est venu vers moi et a fermement demandé d'arrêter de raconter des histoires. Bon, d'accord. En fait, les scientifiques connaissaient déjà ce comportement étrange des particules quantiques. En 1900, Max a expliqué le spectre d'émission du corps noir en introduisant l'idée des quanta d'énergie. Un corps noir est un objet hypothétique qui absorbe tout le rayonnement électromagnétique qu'il reçoit, sans en refléter aucun. Planck a montré que pour expliquer l'émission d'un tel corps, il fallait supposer que l'énergie est émise et absorbée par portions discrètes, qu'il a appelées quanta. En 1905, Albert Einstein a expliqué l'effet photoélectrique en utilisant le concept des quantas de lumière, les photons. L'effet photoélectrique se produit lorsque la lumière frappant certains matériaux en libère des électrons. Einstein a prouvé que cela n'est possible que si la lumière est composée de particules distinctes, les photons, confirmant les propriétés corpusculaires de la lumière. En 1913, Niels Bohr a proposé un modèle atomique où les électrons se déplacent sur des orbites définies autour du noyau, et la transition entre ces orbites est accompagnée par l'émission ou l'absorption d'un quantum d'énergie. Cela expliquait pourquoi les atomes émettent ou absorbent de l'énergie uniquement à des fréquences spécifiques. En 1927, Werner Heisenberg a formulé le principe d'incertitude qui affirme qu'il est impossible de mesurer simultanément et avec précision la position et l'impulsion d'une particule. Arrêtons-nous là pour une explication plus détaillée. Si vous lancez une balle à tout moment, vous pouvez déterminer sa vitesse et sa position dans l'espace. Avec les particules élémentaires, cela ne fonctionne pas. Les particules élémentaires sont dans un état de superposition, c'est-à-dire un état dans lequel elles sont à la fois une onde et une particule en même temps. Heisenberg pensait que le fait de mesurer affecte la particule élémentaire, détruisant sa superposition. Autrement dit, le fait de mesurer est une interaction qui modifie l'état de la particule, la forçant à choisir une des positions possibles. Mais on pensait que ces états n'étaient possibles que pour les particules élémentaires et ne s'appliquaient pas aux systèmes plus complexes. Comme nous le verrons plus tard, c'était tout de même une erreur. Pour décrire le comportement des particules quantiques, une théorie a été proposée,
appelée l'interprétation de Copenhague. Elle affirme que les particules, telles que les électrons ou les photons, peuvent se trouver dans plusieurs états simultanément jusqu'au moment de leur mesure. Cela signifie que, par exemple, un électron peut être à la fois ici et là en même temps. Mais dès que nous essayons de le mesurer ou de l'observer, il choisit un état spécifique. Ce processus est appelé effondrement de la fonction d'onde. L'interprétation de Copenhague introduit également le principe d'incertitude, selon lequel nous ne pouvons pas connaître précisément et simultanément la position et la vitesse d'une particule. En d'autres termes, plus nous connaissons précisément l'une, moins nous connaissons l'autre. Cette théorie aide à expliquer les phénomènes étranges et imprévisibles du monde quantique, mais elle soulève également de nombreuses questions philosophiques sur la nature de la réalité et le rôle de l'observateur en mécanique quantique. Ainsi, les particules élémentaires existent dans un état étrange appelé superposition. Dans cet état, elles se trouvent simultanément dans tous les endroits où elles pourraient physiquement se trouver. Seul l'observateur ou l'interaction avec la particule la fixe à une position spécifique, la rendant réelle dans notre monde. Dans l'expérience des deux fentes, lorsqu'un électron unique était tiré par le canon à électrons, il se déplaçait simultanément dans toutes les directions possibles, y compris en passant par les deux fentes en même temps. Cet état étonnant permettait à l'électron d'interagir avec lui-même, formant un motif d'interférence sur le détecteur. Et cela ne concerne pas seulement les particules se déplaçant dans l'espace, mais aussi tous les processus microscopiques, comme la désintégration d'un noyau atomique. Si l'on ne surveille pas l'atome et ne mesure pas son état, il sera en superposition, c'est-à-dire à la fois désintégré et non désintégré. Pour l'esprit humain, ce processus est absolument non évident. Il faut du temps pour que le cerveau s'adapte aux nouveaux faits. C'est pourquoi tous les scientifiques ne soutenaient pas les postulats de l'interprétation de Copenhague. Par exemple, Erwin Schrödinger a créé son célèbre expériment de pensée pour montrer le paradoxe de la superposition quantique. Je vous rappelle brièvement de quoi il s'agit. Imaginez que nous avons un chat que nous plaçons dans une boîte entièrement fermée où personne ne peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Dans cette boîte, il y a aussi un dispositif composé d'un élément radioactif, d'un compteur Geiger, un appareil pour détecter les radiations, d'un petit marteau et d'un petit flacon de poison. Le matériau radioactif est conçu de telle manière qu'il peut, mais pas nécessairement, se désintégrer en 1 heure. S'il se désintègre, le compteur Geiger le remarquera immédiatement et activera le mécanisme, faisant tomber le marteau sur le flacon. Le poison sera libéré et le chat mourra. Si le matériau radioactif ne se désintègre pas, rien ne se passera et le chat restera vivant. Selon les règles de la mécanique quantique, le matériau radioactif peut exister simultanément dans 2 états, désintégré et non désintégré. Cela signifie que jusqu'au moment où nous ouvrons la boîte et regardons à l'intérieur, nous ne pouvons pas savoir si le chat est vivant ou mort. Par conséquent, selon la mécanique quantique, le chat est en superposition. Il est à la fois vivant et mort. Schrödinger a créé cette expérience pour montrer à quel point le comportement des particules quantiques peut être étrange et non évident lorsque nous essayons d'appliquer les principes quantiques à des choses de plus grande taille, comme un chat. C'était une tentative de montrer que la mécanique quantique peut conduire à des résultats très étranges et illogiques lorsqu'elle est appliquée à notre monde quotidien macroscopique. Mais le plus intéressant, c'est à quel point il avait tort. Schrödinger n'avait pas prévu que son expérience de pensée deviendrait l'une des illustrations les plus frappantes du monde étrange et mystérieux de la mécanique quantique, confirmant qu'au niveau des particules élémentaires, notre monde fonctionne selon des règles complètement différentes. Et l'étrangeté ne faisait que commencer. Quand j'écrivais ce script, j'ai dû mettre un chien à la place du chat de Schrödinger. La raison en est que mon chat Martin a pris mes chaussons en otage et a promis de les détruire par tous les moyens félins disponibles si je ne cessais pas de torturer les chats, même hypothétiques. Je n'ai pu ramener les choses dans un contexte scientifique que lorsque le terroriste s'est endormi.
Les scientifiques pensaient que tous les processus décrits ci-dessus ne se produisent qu'avec des particules élémentaires dans le micromonde et que dans notre vie quotidienne, de tels phénomènes ne peuvent pas se produire. Je n'ai jamais compris la raison de cette confiance. Il était évident que quelque chose n'allait pas. Quelle est cette frontière incompréhensible entre le monde quantique et le monde macroscopique? On pensait également que le changement d'état d'une particule lors de la mesure dans le monde quantique s'explique par le fait que son état de superposition est perturbé par l'énergie de l'interaction qui agit sur la microparticule pendant la mesure. Et mesurer les paramètres d'une particule sans interagir avec elle est impossible. Les fissures dans la frontière entre le monde quantique et notre monde macroscopique ont commencé à apparaître après la réalisation de nouvelles expériences. En 1999, un groupe de scientifiques dirigé par Anton Zeilinger de l'Université de Vienne a mené une autre expérience des deux fentes. Mais cette fois, les scientifiques ont utilisé non pas des électrons, mais des molécules de fullerène. Les fullerènes sont des molécules assez grandes, composées de 60 atomes de carbone et ayant la forme d'un ballon de football. Bravo les scientifiques, a résumé le Chat Martin en expérimentant avec sa balle. Dans la nouvelle expérience des deux fentes, les molécules de fullerène étaient évaporées dans le vide, créant un faisceau de molécules individuelles. Ce faisceau était dirigé vers un écran avec deux fentes étroites. Après avoir traversé les fentes, les molécules de fullerène tombaient sur le second écran où le résultat était enregistré. Comme dans le cas de l'expérience à deux fentes avec la lumière ou les électrons, un schéma d'interférence est apparu sur l'écran, une série de bandes claires et sombres alternées. Cela a montré que les molécules se comportaient comme des ondes, passant par les deux fentes simultanément et interagissant entre elles. Cette expérience a constitué une importante confirmation que même les grandes molécules comme les fullerènes possèdent une nature d'onde quantique. Elle a démontré que la mécanique quantique s'applique non seulement aux petites particules, telles que les électrons, mais aussi aux molécules beaucoup plus grandes. Il est clair qu'une question se pose ici. Si c'est toujours le monde microscopique, où doit-on tracer la frontière entre le monde microscopique et macroscopique? Des expériences ultérieures ont montré qu'il n'y a pas de frontière. En 2020, un groupe de scientifiques de l'Université de Vienne, dirigé par Simon Gröbl, a mené une expérience pour vérifier si de grands objets pouvaient manifester des propriétés quantiques. Ils ont pris une minuscule plaque métallique et l'ont refroidie à une température très basse, proche du zéro absolu. Cela devait être fait pour arrêter tous les mouvements thermiques dans la plaque et révéler ses propriétés quantiques. En effet, les rayons thermiques ne diffèrent essentiellement pas de la lumière, et pour que l'expérience soit réussie, il ne devait y avoir aucune interaction, même le transfert de chaleur entre la plaque et la chambre de recherche. Ensuite, les scientifiques ont utilisé des lasers pour faire vibrer la plaque. Les lasers permettent de contrôler très précisément les mouvements de la plaque. Ensuite, à l'aide d'instruments extrêmement sensibles, ils ont observé sa vibration. Les scientifiques ont découvert que la plaque se trouvait simultanément dans deux états de vibration différents. Autrement dit, elle vibrait, se déplaçant d'avant en arrière simultanément, comme si elle était à deux endroits en même temps. Ce phénomène est appelé superposition quantique et il a été observé dans un macro-objet. Le chat hypothétique de Schrödinger n'est donc pas une simple fable, mais une situation théoriquement possible. Réfléchissons maintenant à cela. Nous voyons que les objets microscopiques et macroscopiques ont la capacité de créer des superpositions par rapport à un autre système. Cela ressemble à des systèmes non liés entre eux, créant toutes les variantes de leur interaction. Puis une des variantes devient réalité et le reste disparaît. Cela se produit selon l'interprétation de Copenhague. L'inconvénient de cette interprétation est qu'il est impossible d'expliquer complètement ce qu'est la superposition et comment elle apparaît. Mais il y a d'autres options. Il y a aussi la théorie du multiverse proposée par Hugh Everett. J'en ai parlé dans la vidéo sur l'immortalité quantique. Selon cette théorie, tous les événements possibles se créent dans des univers séparés. Autrement dit, en tirant un électron vers les deux fentes,
des univers apparaissent où l'électron passe par la fente de droite, par celle de gauche, et où il ne passe pas par les fentes et atteint la plaque. Cette théorie a aussi ses inconvénients. Et ce n'est même pas que des univers entiers soient créés quelque part, on ne sait où, avec lesquels nous ne pouvons pas interagir. Le problème est que, comme nous l'avons découvert, deux systèmes macroscopiques peuvent être en superposition l'un par rapport à l'autre. Il en résulte que le monde entier est un système macroscopique, et par exemple, la membrane dans la dernière expérience en est un autre. Notre monde doit donc créer toutes les variantes par rapport à la membrane, tout comme elle par rapport à chaque variante du monde. Et c'est même difficile à imaginer. Donc la question de savoir comment tout cela se passe est toujours ouverte. Bien qu'il existe de nombreux autres points de vue, pour moi, il a été révélateur de voir combien de physiciens considèrent la conscience comme un facteur important dans les effets quantiques. Stephen Hawking pensait que la fonction d'onde ne décrivait pas la réalité elle-même, comme quelque chose qui existe indépendamment de notre perception, mais seulement ce que nous savons de cette réalité. Et tout est clair ici, et il n'est même pas nécessaire d'en parler. Une fois, Hawking a même dit « Quand j'entends parler du chat de Schrödinger, ma main se tend vers mon revolver », montrant de manière humoristique à quel point il est inutile de parler de superposition. Mais comment interpréter encore des expériences plus fascinantes appelées expériences à choix retardés ou gomme quantique? Le concept théorique de l'expérience à choix retardé a été proposé par Archibald Wheeler, un éminent physicien américain, en 1978. Wheeler a proposé que le choix de placer ou non une caméra dans l'expérience à deux fentes puisse être fait après que la particule soit passée par les fentes, mais avant qu'elle n'atteigne l'écran. Cela signifie que l'observation ou son absence se produit a posteriori. Il est clair qu'avec des méthodes ordinaires, cela ne pouvait pas être fait, car l'idée même semble impossible à réaliser. Mais, en utilisant ce qu'on appelle l'intrication quantique, une telle expérience a pu être réalisée plus tard, et plus d'une fois, et les résultats sont fous. Je ne vais pas décrire l'installation elle-même pour ne pas embrouiller et distraire les spectateurs, car l'installation était assez complexe. Mais je vais décrire de manière conditionnelle les résultats obtenus. Imaginez l'expérience à deux fentes déjà connue avec l'utilisation d'une caméra. Mais la caméra, après avoir effectué la mesure, emballe la photo dans une enveloppe et la scelle. L'écran sur lequel les particules se heurtent et dessinent un motif est également enfermé dans une enveloppe opaque. Nous commençons l'expérience. Le canon tire des électrons plusieurs fois. Nous obtenons deux piles d'enveloppes scellées. Une pile, les images de la caméra, l'autre, une seule enveloppe avec l'écran. Première option de nos actions. D'abord, nous ouvrons les enveloppes de la caméra, nous voyons par où passaient les électrons. Ensuite, nous ouvrons l'enveloppe avec l'écran final et deux bandes y sont affichées. Il n'y a pas d'interférence. L'observateur a donc modifié l'état des électrons qui passaient et ils se sont comportés comme des particules. Deuxième option. Nous ouvrons d'abord l'enveloppe avec l'écran. Nous y voyons encore deux bandes. Eh bien, c'est correct. Même sans ouvrir les enveloppes de la caméra, il est clair que l'effet de l'observateur est présent. Mais il reste une autre option. Troisième option. Nous prenons tout le paquet de photos de la caméra et les jetons dans le poêle, où elles brûlent sans laisser de traces. Après cela, nous ouvrons l'enveloppe avec l'écran et nous voyons un motif de diffraction dessus. Vous imaginez? L'univers comprend que l'observateur n'a pas vu la trajectoire de l'électron et ne l'a pas manifesté dans l'espace, de sorte que l'électron est resté sous forme d'onde, c'est-à-dire multivariant. Et aucune interaction avec la caméra n'a perturbé la fonction d'onde. Mais c'est un fait important qui permet de comprendre comment tout fonctionne dans le monde quantique. Si vous êtes maintenant confus et incapable de le croire, c'est normal. Cela passera avec le temps. Le monde quantique, et pas seulement le quantique, recèle des surprises qui bouleversent notre monde intuitif habituel, ou plus précisément notre regard intuitif sur le monde. De nombreux physiciens n'ont pas cru aux résultats de l'expérience et ont entrepris de les répéter pour vérifier les prédictions théoriques de Wheeler.
La réalisation de telles expériences en laboratoire a confirmé les principes de la mécanique quantique, démontrés dans le concept du choix retardé. Alors encore une fois, comment peut-on comprendre cela? Il s'avère que les données sur l'écran changent lorsque nous brûlons les enveloppes. Ou étaient-elles toujours telles, car l'univers savait d'une manière ou d'une autre que nous les brûlerions? Essayons de l'expliquer avec l'interprétation de Copenhague. Cette interprétation affirme qu'un système quantique est en superposition jusqu'au moment de l'observation, et l'acte de mesure force le système à s'effondrer dans l'un des états possibles. Dans le cas de l'expérience à choix retardé, le choix d'observer ou non la particule affecte son comportement antérieur. Mais néanmoins, le fait de tenter d'observer était là, bien qu'il n'ait pas abouti à un résultat d'observation. Autrement dit, les électrons retournent d'une manière ou d'une autre dans le temps et dessinent le motif nécessaire. Intéressant, mais un peu étrange. Autrement dit, l'idée que la superposition des parties est influencée par exemple par la lumière de la caméra ne fonctionne pas. Et qu'en est-il de l'interprétation des mondes multiples? Peut-être sautons-nous automatiquement dans la variante de l'univers où nous brûlons les enveloppes et où un motif d'interférence apparaît sur l'écran? Et la variante de l'univers où nous brûlons les enveloppes et où deux bandes restent sur l'écran est dévorée par les langoliers du livre éponyme de Stephen King. C'est pourquoi cette expérience reste un mystère que personne n'a encore expliqué de manière compréhensible. En tout cas, je n'ai pas trouvé une telle explication. Alors je vais vous raconter ma version. Il semble que le monde soit créé par des relations de cause à effet. Autrement dit, imaginons qu'il existe deux objets complètement isolés l'un de l'autre. Par exemple, deux balles volant dans le vide absolu. « Oh, encore des balles !» dit le chat Martin et se consacra à sa deuxième boule. Alors ces balles volent sans interagir du tout l'une avec l'autre. Et dans cet état de non-interaction, les deux systèmes, ou balles, sont en superposition l'un par rapport à l'autre. Mais il se trouve que ces balles se heurtent à un moment donné quelque part et volent dans des directions différentes. Elles sont maintenant liées entre elles par des informations sur la force avec laquelle elles se sont heurtées, où elles ont volé, et ainsi de suite. Autrement dit, une balle sait où la deuxième doit se retrouver après un certain temps. De plus, en mesurant comment vole une balle, on peut tirer des conclusions sur le mouvement de la deuxième. Ceux qui connaissent déjà les effets quantiques ont probablement deviné où je veux en venir. Il est nécessaire de parler d'un autre effet quantique, l'intrication des particules. On pense que lorsque deux particules élémentaires, comme des photons, se heurtent et volent, une étrange connexion se crée entre elles. Elles sont toujours en superposition par rapport à nous, observateurs, mais si on mesure l'état d'une particule, l'état de l'autre est immédiatement fixé. Et ce n'est pas parce que ces états sont fixés initialement. Il existe des expériences qui prouvent qu'il n'y a pas de fixation initiale. De plus, cet effet est bien connu et utilisé dans les ordinateurs quantiques et le chiffrement. Le domaine est encore jeune, mais il semble qu'il y aura plus d'applications, peu importe la distance entre les particules. La deuxième particule ressent immédiatement que la première a été mesurée et fixée. Albert Einstein a qualifié le phénomène d'intrication quantique d'action effrayante à distance. Et en effet, si l'on se base sur l'interprétation de Copenhague, de la mécanique quantique et la théorie d'Einstein, c'est vraiment effrayant. Les particules semblent communiquer entre elles et à une vitesse superluminique, ce qui ne rentre dans aucune norme. Revenons maintenant à nos balles. Donc deux balles se sont heurtées et se sont envolées, et leur système global est lié. Elles existent l'une pour l'autre dans la réalité. Et qu'en est-il d'une troisième balle volant également à proximité? Pour elles, les deux premières balles sont restées en superposition, car elles auraient aussi pu se heurter l'une à l'autre en n'importe quel point avec n'importe quelle force et angle. La troisième balle n'en sait rien. Donc pour elles, les deux premières balles sont en superposition. Mais tout change si la troisième balle interagit avec l'une des deux précédentes liées. Par exemple, la troisième balle peut mesurer la vitesse. Et si elle mesure la vitesse de la première balle, elle peut en conclure en sachant que les deux premières se sont heurtées où se trouve la deuxième balle.
Et donc cette deuxième balle perd également la superposition par rapport à la nouvelle balle. Et son mouvement sera prévisible lors de la mesure. Ici se pose une question théorique intéressante. Si la troisième balle ne sait rien du fait que les deux premières sont liées, la deuxième balle perdra-t-elle la superposition par rapport à la troisième après que la troisième se soit heurtée à la première? Mais c'est pure spéculation. Bien que des recherches théoriques sur ces questions pourraient beaucoup dire sur la nature de l'univers. Une autre chose, l'effet de gomme quantique est également facile à expliquer de cette perspective. Lorsque nous brûlons les enveloppes, l'observateur disparaît et rien ne peut lier notre monde à la particule. L'échange d'informations entre l'observateur et la particule n'a pas eu lieu. Donc la particule se comporte comme une onde. Elle est dans tous les endroits et états possibles en même temps. Et peu importe que la destruction de l'information se soit produite plus tard, les systèmes ne se sont pas connectés via l'information. En fait, la théorie des mondes multiples d'Everett est la plus adaptée pour expliquer toutes ces merveilles quantiques. Mais il y a une question, qu'en est-il de la fonction d'onde? Car la fonction d'onde est en fait la multivariabilité, c'est-à-dire de nombreux univers dans une seule particule. Mais nous l'observons dans cet état dans notre un des nombreux univers. Donc quelque chose ne colle pas ici. Soit les univers peuvent interagir, soit des systèmes non liés peuvent être multivariants dans un seul univers. Et un seul variant est choisi parmi plusieurs, les autres disparaissent dans le néant. Il semble que le monde soit dirigé par une relation de cause à effet, même par l'information sur un lien de cause à effet possible. Tous les systèmes indépendants seront en superposition les unes par rapport aux autres jusqu'au moment de leur interaction. Après cela, ces systèmes deviennent un seul système. Cependant, leur système commun peut encore être en superposition par rapport à tous les autres systèmes indépendants. Pourquoi ne voyons-nous pas cela dans le monde macroscopique? Parce que plus il y a de micro-objets liés en un seul système, plus ce système est grand. Et plus il est grand, plus il est difficile pour les systèmes indépendants de ne pas se lier à lui. Différents types de rayonnements lient les systèmes entre eux en leur transmettant des informations. Ainsi, le monde est créé à partir de probabilités. Peut-être qu'il y a un seul variant du monde, ou peut-être que d'autres variantes existent quelque part à côté. Dans le cas des particules microscopiques, il leur est plus facile d'être en superposition. Elles se trouvent dans un espace rare où aucun rayon ou interaction ne peut les affecter, les laissant dans toutes les variantes possibles. Il n'est donc pas surprenant que certains scientifiques pensent que notre monde est une sorte de simulation informatique, car tout est lié à la possibilité de transmettre des informations sur les états. Et nous sommes déjà habitués à ce que l'information soit un ordinateur. Mais cela n'est pas encore prouvé, et sur le fonctionnement de tout cela, nous ne pouvons que réfléchir et supposer. Si vous êtes intéressé par ce genre d'informations, je vous recommande de lire les livres dont j'ai mis les liens dans le premier commentaire. Et le chat Martin me rappelle souvent la multivariabilité. Quand je dois me lever la nuit pour aller aux toilettes, je dois traverser l'obscurité en passant près de Martin en superposition, qui peut à tout moment matérialiser sa queue sous mon pied. Et le résultat de la destruction de la superposition de Martin sera une hystérie féline dans toute la maison et mes jambes griffées. Tenez bon, abonnez-vous, commentez, lisez des livres.